Bienvenue dans le cycle négociation selon. Aujourd'hui, négociation selon le Dalai Lama. Je suis en train de lire ces gros bouquins que je trouvais sur une étagère et en fait, je suis surprise parce que même le Dalai Lama parle de négociation. Voulez-vous savoir de quoi exactement? En fait, dans les chapitres sur l'art du bonheur, établir une relation de sympathie, on peut trouver les astuces et des conseils comment, selon lui, on devrait approcher un autre être humain pour rentrer dans un contact qui est cœur à cœur, bienveillant et vraiment cordial. Selon moi, ça m'a touché quand je l'ai lu parce que la méthode de négociation que j'enseigne a pour l'enjeu final obtenir pas uniquement un gain ponctuel ou temporaire, mais surtout créer une relation à long terme et donner la possibilité à toutes les parties prenantes d'obtenir quelque chose de plus, une valeur ajoutée par rapport à ce qu'elle pourrait obtenir en étant toute seule sans se mettre en dialogue, en discussion avec quelqu'un en face. Pour moi, c'est exactement cela la négociation. Co-créer une valeur ajoutée qui est en plus, qui est surplus. Moi, toute seule, je vais jamais y arriver. Toi, tout seul, non plus. Mais si on se met ensemble, on aura une énergie supplémentaire qui se diffuse et grâce à cela, on pourra créer quelque chose de plus. Dans ce livre, la première chose qui m'a touchée, c'est quelque part un dominateur commun, c'est la compassion. La partie qui porte sur les chaleurs humaines et la compassion explique qu'est-ce que c'est la compassion, comment le Dalai Lama le comprend. Et en fait, pour moi, la compassion, ça fait un déclic. La première fois que je me suis penchée un peu plus dessus et j'ai pris du temps à réfléchir à l'intérieur et chercher à l'intérieur. Comme moi, j'applique la compassion dans ma vie professionnelle, en négociant les contrats, en discutant de sujets qui sont difficiles. Compassion ne me semblait pas du tout compatible avec le monde de business. Et en fait, j'ai compris que si la colère est une émotion qui a droit d'exister parce que nous sommes les êtres humains, la compassion pourra être invitée également. J'ai compris qu'il n'y a pas besoin de se mettre uniquement en colère parce que ça c'est la plus simple dans le cas de mon profil de négociatrice ou quelqu'un qui agit vite et avec une direction, avec une certitude ou avec une force vitale à obtenir quelque chose parce que je suis ciblée, parce que j'ai appris, je suis consciente de ce que je cherche dans ma vie. Alors, si ça va pas, bon, la colère. Et la colère m'aidera à obtenir encore un peu plus parce que c'est l'énergie qui se diffuse qui va transformer et je vais obtenir plus. Et en fait, la colère, ok, ça peut transformer, ça peut donner de l'énergie, ça peut être un stimuli. Mais est-ce qu'à long terme, ça ne me brûle pas à l'intérieur? Eh oui, ça peut être que la colère, si mal utilisée ou pas exprimée ou avec une surcharge, peut nuire. Et là vient la compassion. Parce que la compassion, j'ai compris que ça pourrait m'aider
à balancer la colère. Ça pourrait équilibrer, en fait. Ça pourrait, à la place de se jeter dans le feu, ça pourrait prendre un peu plus de recul et s'arrêter. Et pour moi, c'était un déclic. J'ai entendu une fois aussi un podcast qui parle d'utilisation de la compassion comme un outil de dialogue intérieur. À la place de réagir, on pourrait répondre. À la place d'être dans quelque chose qui est trop spontané, non mesuré, on pourrait rester avec cette souffrance qui se crée. Si on voit l'étymologie du mot compassion, c'est compassion avec la passion, avec la souffrance. Passion comme la souffrance. Et je vous raconte tout ça pour donner un exemple de moi-même, que moi, je maîtrise maintenant ma colère, j'équilibre, je mets sur une balance pour mesurer combien dans la réaction que je veux mettre et de la réponse parce que je souffre. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a une situation qui s'est créée. Quelqu'un m'a répondu dans une façon que je n'ai pas prévue. Il y a les choses qui n'arrivent pas à temps. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent me mettre en colère. Et maintenant, est-ce que moi je me bats contre ces situations, ce genre? Est-ce que je me bats contre moi-même parce que ça me met en colère? Ou est-ce que je suis capable de voir la situation avec un peu plus de recul, avec euh, la l'accueil des émotions et de cette souffrance qui se crée? Alors ça, c'est la première chose dont parle le Dalai Lama. Et je trouve que cette information nous est utile pour voir que les émotions font partie du jeu. Les émotions existent. C'est à nous de les maîtriser. C'est à nous de transformer l'émotion en les ressenti. Et après, avec nos pensées et nos habitudes, comment on va vivre la situation et tout ce que les émotions ont déclenché à l'intérieur de nous. La chose suivante, qui est très intéressante, pardon. Ici, il parle de 3 facteurs qui nous permettent d'avancer dans un dialogue. Si il y a une discussion difficile à mener, comment pourrions-nous rester en contact avec les autres? Alors, première chose dont il parle, c'est la préparation. Et ça, c'est tellement évident. Quand je lis ce chapitre-là, j'étais émerveillée parce que Dalai Lama parle de se préparer avant de rencontrer d'autres personnes. Et pendant la négociation, c'est la première chose à faire. Avant de rentrer dans une discussion difficile, on s'assoit, on prend le stylo, on fait les notes, on cherche sur Internet, on lit un bouquin, on cherche un rapport. Bref, on se prépare avant de discuter avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est la même chose. Il dit, je me prépare. J'essaie de trouver tout ce que je sais ou je pourrais connaître sur le passé des autres. J'aimerais comprendre le passé des êtres. C'est comme ça, comme c'est écrit dans ce livre-là. Et en fait, comprendre le passé des hommes, à quoi ça sert? Ça sert à avoir plus d'informations, plus des éléments auxquels on pourra s'attacher. Les éléments qui nous donnent des choses similaires. Parce que pour
c'est le plus simple de discuter avec quelqu'un. Le plus simple, c'est de discuter avec quelqu'un en ayant quelque chose en commun. En étant d'accord déjà sur une base. Si on a quelque chose qu'on veut mutuellement, il y a plus de chances qu'on y arrive. On y arrive. Et tout cela pour vous dire que si je connais le passé des autres, je peux trouver des éléments qui sont similaires à celle-ci que moi, j'ai en moi. Je vais vous lire. Chaque fois que je rencontre des gens, je les approche à partir de nos points communs les plus élémentaires. Chacun d'entre nous possède une enveloppe corporelle, un esprit et des émotions. Et tout cela pour vous dire que même si nous sommes, moi avec quelqu'un en face de moi, différent, et on aimerait négocier quelque chose de complètement différent, on est divergent sur tous les plans, il n'y a pas de scénario possible. Si on prend un peu du recul, de la compassion, et on se fait une idée que, attendons, moi je suis un être humain, toi tu es un être humain. Si moi je suis quelqu'un qui a des émotions, qui était né avec une mère, qui va mourir, toi, tu étais né, tu vas mourir. Toi, tu es parfait dans ton imperfectionnisme. Moi, je suis parfaite comme je suis, même si je suis imparfaite. Mais calé sur cette base, c'est pas possible de ne pas pouvoir communiquer. Si je me prends comme une valeur d'être un être humain et je vois en toi en face un autre être humain, ça donne de bons débuts de la discussion. Cela, c'était pour point numéro 1. Deuxième astuce dont Dalai Lama parle, qui permet de communiquer et de négocier mieux, c'est l'ouverture d'esprit. Et cela, je trouve assez drôle dans mon contexte personnel parce que en étant multiculturelle, maintenant je vis en France, avant j'ai vécu aux États-Unis et en Pologne. En fait, j'apprends que les cultures sont différentes, que les nations sont différentes. Les langues ne sont pas pareilles et on n'exprime pas la même chose, même si j'aimerais traduire des copy-paste, de copier-coller des choses. On ne comprend pas les idiomes de la même façon dans chaque pays. Et garder une ouverture d'esprit permet de rester flexible. Et rester flexible, cela, c'est la richesse. Parce que moi, nous sommes différents. Et c'est grâce à cette différence, on peut co-construire quelque chose de plus. C'est grâce à l'aspect multiculturel, à la variété, grâce aux couleurs, nous sommes créatifs. Si toi tu étais 100% comme moi, ce sera rien de différent, de meilleur, de nouveau. Et c'est grâce à être différent qu'on peut construire. Ça demande d'effort, mais c'est ça la beauté d'être ensemble comme les êtres humains. Troisième élément dont Dalai Lama parle comme une astuce à construire les ponts entre les gens, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est une qualité qui est utile parce que je suis là
avec les mains ouvertes. J'ai des informations et toi, tu as des informations. Maintenant, on se cherche. Combien d'informations je peux te donner? Est-ce que je ouvre mes mains complètement et je te dis tout? Est-ce que toi, tu vas me dire tout? Ça, c'est la question de la confiance. Et comment être naturel? Comment être en confiance? Combien je te donne? Combien je te dose? Ça, c'est le jeu de la négociation. L'honnêteté ne peut pas être un élément oublié. Ça, on joue avec. Ça, en fonction de quelles sont tes valeurs personnelles, tu peux me montrer comment toi tu comprends l'honnêteté et comment toi tu les vis. Quelle valeur pour toi l'honnêteté? Comment toi tu veux co-construire avec moi? Confiance, c'est un élément qui va avec, selon moi, et qui est très, comment dire, subtil, parce que dans les négociations professionnelles, on parle rarement de la confiance. Mais entre les êtres humains, c'est la confiance, c'est d'avoir cette conviction qu'on est bon. Dans notre essence, on est bon. Et on veut le meilleur pour nous tous. Et c'est grâce à cette approche de chercher de co-construire et pas prendre les mots plus pour moi et toi, tu vas perdre et moi, je vais gagner. Ça, c'est à long terme. Ça, il n'y a pas de possibilité de perdurer. Si quelque chose devrait rester comme construit et les murs avec des briques, cela demande un peu plus d'efforts. Les exemples qui donnent ici, Dalai Lama parle de la cuisine, mais Howard Cutler, qui a transcrit les dialogues, en fait, lui, il parle d'un exemple de son voyage en Inde et comment lui, il a monté une fois en taxi et après, il a vu que le chauffeur, il n'a pas réglé les compteurs. Les compteurs, il était déjà engagé comme lui, il est monté en taxi et après quelques centaines de mètres, il s'est rendu compte que les compteurs, ils n'étaient pas réglés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était étonnant pour lui de voir avec quelle rage il a réagi, que c'est injuste, que les compteurs n'étaient pas réglés. En mode occidental, ça n'arrive jamais. Et là, en Inde, on se fait avoir. Et il était vraiment en colère contre les chauffeurs. Après coup, il a compris. Première chose, les 20 roupies, ça faisait équivalent plus ou moins un franc. Ce temps-là, quand il fait ses voyages en taxi. Un franc, c'est aujourd'hui rien. Peut-être ce temps-là, c'était un peu plus, mais un franc. Est-ce que je me bats pour un franc? Ou est-ce que je reste ouverte et j'essaie de me préparer à la négociation et comprendre le passé des autres et voir, mais comment ça s'est passé? Que le chauffeur n'a pas réglé le compteur. En fait, moi, je suis dans un pays qui n'est pas de ma culture. On revient en l'aspect multiculturel. Moi, ça se voit que je suis occidentale et je monte un taxi chez quelqu'un dans un autre pays. Et lui, il est chez lui. Et moi, j'ai besoin de lui parce que lui, il connaît des rues pour m'amener où moi, je vais aller en taxi. À pied, c'est pas possible pour moi d'y accéder. Après, lui,
Il a besoin d'argent. Peut-être il a 4 enfants ou 10 enfants. Moi, je ne sais rien. Et lui, il voit quelqu'un qui vient d'Europe. Alors, peut-être, il a pensé qu'il peut gagner un peu plus. J'en sais rien. Peut-être il n'a pas réglé parce qu'il se dit, 20 roupies de plus, ça va pas changer pour cet homme-là. Peut-être il a juste oublié de régler ce compteur. Parce que il a déposé quelqu'un, mais il n'a pas réglé parce qu'il y avait une situation difficile sur la route, il était stressé, il a oublié de régler le compteur. Nous ne savons pas. En fait, mais ce que je vais vous dire en répétant cet exemple, il ne s'agit pas de juger les gens. Il ne s'agit pas de coller une étiquette sur le front en disant ah non, toi, tu es un voleur, tu as voulu me prendre 20 roupies, c'est injuste. Il s'agit plutôt de prendre du recul et de voir la situation avec plusieurs angles, pas uniquement mon angle à moi, avec mes yeux qui viennent d'Occident et en Occident, ça n'arrive pas. Il s'agit de voir que il y a des couleurs différentes de chaque situation. Il y a des angles différents de chaque situation. Moi, je le vois blanc, toi, tu le vois noir, quelqu'un voit les gris, quelqu'un voit les écrus, quelqu'un voit les beige, ou quelqu'un voit les pas tout à fait noir, mais très sombre. Et tout le monde a raison. Tout le monde pourrait trouver la justification. Mais est-ce qu'on cherche la justification dans nos vies ou est-ce qu'on cherche à trouver la solution la meilleure, la plus simple, la plus adéquate et plus efficace dans la situation actuelle? Je vous laisse un peu pensive après cette vidéo de cycle négociation selon et je vous invite à la prochaine ou à bientôt.